Que ferais-tu si ta survie dépendait de sons que tu ne peux pas entendre et de traces que personne d'autre ne peut voir? Imagine un lieu où la chaleur ne réchauffe pas, elle épuise, où l'humidité n'hydrate pas, elle rend malade, et où la végétation ne protège pas, elle enferme. Le bassin du Congo n'est pas seulement une forêt, c'est le deuxième plus vaste ensemble de forêts tropicales de la planète. Un océan vert où l'humidité et la chaleur transforment la résistance humaine en une épreuve quotidienne. C'est une frontière vivante entre la vie et l'effondrement. Pendant des siècles, ce territoire a été l'un des plus implacables de la planète pour l'être humain. Ici, le plus dangereux n'est pas toujours ce qui mord ou ce qui guette. Ce sont les fièvres, les infections et l'usure lente qui volent les forces sans prévenir. Et pourtant, certains ont appris non seulement à résister, mais aussi à comprendre ces règles. Bienvenue sur Tribu du Monde. Aujourd'hui, nous pénétrons dans un environnement où la nature impose ses conditions et où survivre n'est pas une question de force, mais d'adaptation. Nous découvrirons 4 peuples, 4 manières différentes de lire, d'interpréter et de répondre à un milieu qui ne pardonne pas. Chacun représente un niveau plus profond de symbiose avec la forêt. Et plus nous avançons, moins il reste de place pour l'erreur. Si ce type de voyage éveille quelque chose en toi, reste avec nous, car ici, il n'y a pas de seconde chance. Il n'existe qu'une seule option, comprendre. Commençons. 1. Aka. A. Bassin nord-occidental du Congo. Dans les forêts tropicales du nord-ouest du Congo, entre le sud-ouest de la République centrafricaine et le nord de la République du Congo, vivent les Aka. Leur territoire se situe dans l'une des zones les plus humides, les plus denses et les plus riches en biodiversité de la planète. Ici, les dangers n'ont pas toujours de forme. Ils se cachent dans une atmosphère saturée de spores, dans un sol instable et dans des pluies imprévisibles. Et parfois, ils sont microscopiques. Une piqûre infectée, une fièvre qui monte pendant la nuit ou un parasite intestinal qui te vide de l'intérieur. Dans cette forêt, tomber malade n'est pas un contretemps, c'est perdre sa mobilité. Dans un environnement où tout change rapidement, rester trop longtemps au même endroit revient à s'exposer. La vie sédentaire ne correspond pas aux règles de la forêt. C'est pourquoi les Aka se déplacent en suivant des cycles écologiques, pour ne pas épuiser les ressources, mais aussi pour réduire l'exposition aux zones dégradées, là où l'équilibre de la forêt commence à se rompre. Ils récoltent des fruits comme le moabi et le safu, extraient des racines et des tubercules comestibles, collectent des chenilles pendant la saison des pluies et recherchent le miel en observant le comportement de certains oiseaux. Ils utilisent également des feuilles, des écorces et des résines comme médecine préventive et curative. Chaque ressource est exploitée avec discernement. Ils prennent juste ce qu'il faut et laissent l'environnement se régénérer. La mobilité n'est pas aléatoire. Elle est guidée par des signes précis. L'état des plantes, la présence de certains insectes, le comportement des animaux et les variations de l'humidité du sol. Ils adaptent leurs itinéraires selon la saison et évitent de revenir au même endroit tant que le milieu ne s'est pas entièrement régénéré. La chasse obéit à une logique similaire. Les Aka utilisent des filets tissés à la main, auxquels hommes et femmes participent de manière coordonnée. Ils ne poursuivent pas les proies pendant des heures. Ils les encerclent, les dirigent vers des points stratégiques de la forêt et les capturent, sans épuiser le groupe ni l'écosystème. Leur alimentation est complétée par des racines, des fruits, des insectes et du poisson. Dans les rivières, ils capturent de petits poissons-chats, des characidés et des espèces électriques à l'aide de pièges végétaux et de filets disposés dans les zones peu profondes. Le poisson est consommé frais ou conservé par séchage au soleil ou fumage, en particulier pendant les périodes de déplacement. Les rivières sont aussi des voies de navigation.
des sources de médecine et des espaces où l'on perçoit les signaux de la forêt. Ici, la rive ne sépare pas, elle oriente. Savoir quand traverser, quelles plantes utiliser et comment se déplacer avec le courant fait partie d'un savoir oral transmis de génération en génération. Le feu, quant à lui, est un outil essentiel. Il ne sert pas seulement à cuisiner ou à se réchauffer, mais à délimiter un espace sûr au cœur d'une humidité constante. La fumée repousse les insectes porteurs de maladies, assèche l'environnement immédiat et crée une frontière symbolique que de nombreux animaux reconnaissent. Chaque nuit, le feu est entretenu à tour de rôle. Ce tour de garde n'est pas seulement une surveillance, c'est une question de santé. Le feu stabilise l'environnement immédiat et permet de se reposer sans que l'humidité ne maltraite le corps pendant la nuit. Lorsqu'ils doivent se déplacer, les braises sont conservées vivantes dans des écorces creuses, prêtes à être rallumées. Au moment de partir, le feu est éteint avec soin, car un foyer mal éteint peut être plus dangereux que n'importe quel prédateur. Les akas ne recherchent pas la visibilité. Au contraire, leur manière d'habiter la forêt repose sur la discrétion. Leur présence est minimale, sans traces visibles, sans itinéraires évidents, sans altérer plus que nécessaire. Leur orientation ne dépend pas de points fixes, mais de signes infimes. Une variation de la pente du terrain, une feuille récemment pliée, un motif d'insecte modifié. Ils ne suivent pas la proie, ils observent comment la forêt réagit à leur passage et anticipent sa position. Ils évitent le conflit non par faiblesse, mais par stratégie. Ils savent que les menaces les plus destructrices peuvent être silencieuses, maladies venues de l'extérieur, contacts incontrôlés ou simple rupture de leur schéma traditionnel. Dans les rivières, ils reconnaissent des signes invisibles pour d'autres, comme la présence de l'hippopotame, un animal au déplacement silencieux, territorial et extrêmement dangereux. Ils ne l'affrontent pas, ils le détectent à temps, et ils s'éloignent. Depuis le XIXe siècle, les registres ethnographiques décrivent les akas comme des experts de la chasse et de la cueillette. Malgré des relations d'échange établies avec des peuples agricoles voisins, ils n'ont jamais perdu leur autonomie ni leur lien avec la forêt. Leur système économique repose sur une autosuffisance mobile et sur une compréhension fine de l'environnement, qui leur permet de vivre en équilibre avec l'un des écosystèmes les plus exigeants du monde. Aujourd'hui, ce mode de vie fait face à des menaces de plus en plus complexes. La déforestation industrielle, l'expansion agricole et la pression extractive réduisent leur espace vital. Les concessions forestières, la construction de routes et l'exploitation minière illégale fragmentent leur territoire sans consultation ni compensation. Et ce processus n'est pas nouveau. Depuis l'époque coloniale, les akas ont été contraints à la sédentarisation, intégrés comme main-d'œuvre à bas coût ou poussés à abandonner leur culture en échange de bénéfices minimes. Malgré cela, leur réponse a toujours été la même: se déplacer, s'adapter, résister sans se briser. Car ils savent que l'équilibre avec la forêt n'est pas un choix culturel, c'est une condition de survie. Mais vu de l'extérieur, leur mode de vie continue d'être traité comme une anomalie, comme si l'autosuffisance, la mobilité et le respect écologique étaient des signes de retard et non d'intelligence adaptative. Alors, un système qui fonctionne peut-il survivre si le monde qui l'entoure insiste pour l'effacer? La réponse ne se trouve pas seulement chez les akas, elle se trouve aussi chez ceux qui, sans possibilité de se retirer, affrontent le danger de l'intérieur. Car tout le monde ne peut pas disparaître avant d'être atteint. Certains doivent rester et résister pendant que l'environnement change, non par une violence directe, mais par une usure constante. Dans ces territoires, la menace ne poursuit pas. Elle s'installe. Elle ne rugit pas et ne charge pas. Elle s'infiltre dans l'air, dans l'eau, dans la peau. Et lorsqu'on la ressent, elle a déjà commencé à faire des dégâts.
Ce que tu vas voir maintenant est une autre forme d'adaptation. Un territoire où la forêt ne se combat pas et ne s'évite pas. 2. Baka, forêt du sud-est. Si les Akas survivent en lisant les mouvements de la forêt, ici la vie dépend de quelque chose d'encore plus implacable, la décomposition. Car lorsque tout est humide, tout pourrit plus vite, le bois, la nourriture et la peau aussi. Dans cette forêt, une petite blessure peut se transformer en infection avant même de sembler grave. Dans cette région du bassin du Congo, qui englobe le sud-est du Cameroun, le nord de la République du Congo et le nord-est du Gabon, la forêt devient un labyrinthe humide, dense et opaque. La pluie est fréquente, le sol est acide et pauvre. L'orientation représente un défi pour quiconque n'a pas grandi au rythme de ce milieu. Chaque pas exige de la prudence, car ici, le danger n'annonce pas son arrivée. Il ne fait pas de bruit. Il ne se montre pas à vue. Il rampe dans la litière de feuilles, camouflées dans des formes et des couleurs qui ne préviennent pas, comme la vipère du Gabon, dont la morsure peut déclencher une détérioration lente et irréversible. En ce lieu, la discrétion n'est pas un choix culturel, c'est la seule manière viable d'habiter. Les Baka adaptent leur déplacement au comportement des animaux, au cycle de floraison et aux changements infimes de la végétation, mais aussi à quelque chose qui échappe à l'œil inexpérimenté, le corps humain. Car ici, le plus grand risque n'est pas de se perdre. C'est que le corps cède de l'intérieur. Infections, fièvres et parasites progressent lentement jusqu'au moment où se déplacer devient impossible. Lorsque les symptômes apparaissent, la marge de réaction est déjà réduite au minimum. C'est pourquoi la santé n'est pas une question occasionnelle. Elle est au cœur de leur survie. Ils connaissent des dizaines de plantes qui désinfectent, soulagent, cicatrisent ou repoussent les insectes. Ils utilisent des résines pour soigner les blessures, des racines contre la fièvre, des infusions contre les parasites intestinaux. La forêt n'est pas seulement une source de nourriture, c'est une trousse de secours, un signal d'alerte et une ligne de défense. Chaque journée est organisée avec précision. Combien de temps marcher? Où trouver de l'eau sûre? Qui ouvre la marche et qui ferme le groupe? Dans la forêt du Sud-Est, cette anticipation agit comme une médecine préventive, non par rigidité, mais par nécessité. Les itinéraires de cueillette changent avec la pluie. Les zones de chasse alternent afin d'éviter la surexploitation. La pêche s'adapte à la turbidité de l'eau et à la disponibilité des espèces. Savoir quand avancer et quand attendre peut faire la différence entre maintenir le groupe ou l'exposer. La relation avec le monde extérieur est inégale depuis des siècles. Pendant et après la période coloniale, les Baka ont été subordonnés à des populations agricoles, utilisées comme main-d'œuvre et contraints d'abandonner leur mobilité. Dans de nombreux cas, le contact a entraîné de nouvelles maladies, la perte de territoire et de profondes ruptures sociales. Aujourd'hui, de nombreuses familles retournent dans la forêt non par geste symbolique, mais par nécessité vitale. Elles y maintiennent des pratiques qui ne relèvent pas du passé. Elles relèvent de l'efficacité. Des techniques éprouvées pour se nourrir, se soigner et se déplacer sans exposer le groupe. Leur subsistance combine petite chasse, pêche saisonnière, cueillette de fruits, de racines, d'insectes et de miel, l'un des produits les plus appréciés pour son apport énergétique et sa conservation. Les vêtements, lorsqu'ils sont utilisés, répondent au milieu, légers, minimalistes et fonctionnels. Même lorsqu'ils obtiennent des habits sur les marchés voisins, à l'intérieur de la forêt prévaut la logique du lieu. L'équilibre entre la personne et l'environnement se transmet à travers des chants, des récits et des rituels liés à des figures comme Djengi, un esprit de la forêt qui ne se contente pas de protéger, mais qui enseigne.
Ces expressions ne sont pas du folklore, ce sont des outils éducatifs. À travers elles, on indique des itinéraires sûrs, on rappelle les plantes utiles et on transmet des règles qui régulent la chasse et les déplacements. La langue est le fil qui maintient unie cette trame de savoir. Elle code des signaux, des conseils et des avertissements. Lorsqu'un mot disparaît, une partie de la carte écologique construite au fil des générations disparaît avec lui. Leurs outils, arcs, pièges, récipients, sont fabriqués à partir de matériaux de l'environnement. Ils ne sont pas conçus pour dominer, mais pour coexister. Leur résistance ne se manifeste pas dans la confrontation. Elle s'exprime dans la persistance. Ici, lorsqu'un lieu commence à tomber malade, on n'attend pas que la tragédie le confirme. On part avant. Si ce type de documentaire rigoureux t'intéresse, abonne-toi à Tribu du Monde. Ici, nous ne cherchons pas le bruit. Nous cherchons à comprendre le monde avec respect et profondeur. Reste attentif. Ce qui vient ne se transmet pas comme un récit. Cela s'incarne, car au plus profond de la forêt, le savoir ne se conserve pas. Il se vit ou il se perd. Et chaque pas, chaque décision coûte une énergie bien réelle. 3. Mbuti, forêt de l'Ituri. Au cœur géographique de l'Afrique, au sein de la forêt d'Ituri, s'étend l'une des jungles les plus denses, humides et impénétrables de la République démocratique du Congo. La lumière atteint à peine le sol. La végétation se referme sur elle-même et les déplacements humains deviennent lents et éprouvants. Pour ceux qui vivent ici, la forêt est une source constante. Mais c'est aussi un environnement qui ne tolère aucune distraction. L'isolement de ces communautés n'est pas le fruit du hasard historique. Pendant des siècles, la combinaison de barrières naturelles, d'une humidité extrême et de l'absence de voies praticables a limité l'accès extérieur. Se déplacer en Ituri exige de comprendre des rythmes, des distances et des signes qui ne s'apprennent pas en observant, mais en habitant le milieu. Ici, le danger principal ne se manifeste pas immédiatement. C'est l'épuisement physique accumulé. En Ituri, la fatigue n'est pas seulement un épuisement, c'est une perte de précision. Et lorsque le corps perd en précision, la forêt fait payer l'erreur. Avancer implique de se baisser, d'ouvrir un passage dans la végétation et de maintenir l'équilibre pendant des heures. La fatigue n'est pas un inconfort passager, mais un facteur de risque. Dans cet environnement, une erreur minime suffit pour que la forêt referme toute possibilité de récupération. C'est pourquoi la survie en Ituri repose sur une gestion stricte de l'énergie. L'interaction avec d'autres êtres humains ne constitue pas la menace principale. Pour un étranger sans connaissance ni accompagnement, l'obstacle majeur ne serait pas une défense directe, mais le milieu lui-même. Il désoriente, limite la visibilité et réduit rapidement les capacités physiques de celui qui ne sait pas s'y déplacer. La vie quotidienne repose sur la coopération. La chasse collective au filet permet d'obtenir de la nourriture sans poursuite prolongée, qui coûterait plus d'énergie au corps qu'elle n'apporterait de bénéfices. On ne poursuit pas la proie, on la dirige vers un enclos naturel, en exploitant la structure fermée de la forêt. Chacun remplit une fonction précise, et l'erreur individuelle a des conséquences collectives. L'alimentation se compose de fruits, de tubercules, de feuilles, d'insectes et de miel, en fonction de ce que l'environnement offre à chaque saison. Le partage équitable de la nourriture et la prise de décision collective ne relèvent pas de valeurs abstraites, mais d'une logique de survie éprouvée. À cette usure physique s'ajoute une autre menace, moins évidente, la perte de repères sensoriels. La lumière est rare. Les couleurs se répètent et les points d'orientation visuelle cessent d'être fiables. Pour compenser, l'orientation ne repose pas sur des sentiers visibles.
mais sur la relation constante entre les sons, les pentes, les arbres et les changements subtils du milieu. C'est une navigation fondée sur des motifs vivants qui permet de se déplacer sans alerter la faune ni s'exposer à des risques inutiles. Combien de temps une personne issue du monde moderne tiendrait-elle ici avant de commettre sa première erreur irréversible? Dans un environnement comme celui-ci, perdre un repère ne signifie pas se désorienter. Cela signifie ne pas revenir. L'anitas, connaissance du comportement animal, est précise. On identifie les espèces nocturnes et diurnes, on anticipe les déplacements pendant la saison des pluies et on reconnaît les plantes dont la présence indique l'activité de proie plus importante. Cet apprentissage ne se transmet ni par des schémas, ni par des registres écrits, mais par la pratique constante et la transmission orale. En période de conflits armés ou d'exploitation extérieure, de nombreuses communautés ont choisi de s'enfoncer encore davantage dans la forêt. La connaissance du milieu est devenue leur principal système de protection face à un monde extérieur en expansion. La relation avec la jungle n'est pas utilitaire. Elle s'exprime à travers des rituels collectifs qui renforcent la cohésion sociale et l'équilibre symbolique avec l'environnement. Des cérémonies documentées, comme celles associées au Molimo, rappellent que la forêt n'est pas une ressource à exploiter, mais un système vivant qui protège et exige le respect, en particulier dans les moments de déséquilibre. La langue joue un rôle essentiel dans cette adaptation. C'est par elle que se transmettent avertissements, règles et savoirs écologiques indispensables. Lorsqu'un mot disparaît, une manière concrète d'interpréter l'environnement disparaît avec lui. Les outils utilisés sont simples, portables et fonctionnels. Des abris à montage rapide, des ustensiles réduits au minimum et des armes légères témoignent d'une adaptation précise à la mobilité imposée par la forêt. Chaque objet a une fonction claire. Rien n'est superflu. La famille est conçue de manière élargie et les décisions importantes sont prises par consensus. La mort n'est pas comprise comme un événement individuel, mais comme une perturbation de l'équilibre communautaire, même si nombre de ces processus restent hors de portée de l'observation extérieure. Aujourd'hui, en plus des risques naturels, ces communautés font face à des menaces majeures: exploitation minière, conflits armés, création d'aires protégées sans consentement et marginalisation structurelle. Malgré cela, elles ont démontré pendant des générations qu'il est possible de coexister avec l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Cependant, même au sein de l'Ituri, toutes les formes de vie ne répondent pas de la même manière à la forêt. Dans les zones les plus profondes, où le contact extérieur disparaît presque totalement, l'adaptation atteint un niveau encore plus extrême. Là-bas, avancer sans mesure peut être une erreur irréversible. Plus au nord-est, la marge se réduit encore davantage. Avec les effets, la survie ne dépend plus seulement du savoir, mais de la capacité à résister là où il ne reste presque plus de place pour l'erreur. 4. Effet. Bassin profond de l'Ituri. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cœur du bassin profond de l'Ituri, la lumière du soleil s'épuise avant même d'atteindre le sol. Ici commence un monde d'ombre où le danger ne se voit pas toujours, mais où il est constamment présent. La densité de la végétation, l'humidité permanente et l'absence totale d'infrastructures font de ce territoire l'un des environnements les plus difficiles d'Afrique centrale pour une vie humaine stable. L'accès y est limité, et l'isolement n'est pas seulement géographique, il est aussi historique. Dans cet espace, la survie dépend d'ennemis minuscules et invisibles. La mouche tsetse, les moustiques et les parasites des eaux stagnantes font de la fièvre une menace quotidienne. Ici, une infection n'est pas un incident mineur, c'est un compte à rebours. C'est pourquoi l'attention ne se relâche jamais.
une simple égratignure dans un milieu saturé d'humidité peut se transformer en danger mortel. Ici, le corps est surveillé comme une carte. Peau, plaies, piqûres, fièvre. La forêt profonde exige une observation constante. Des zones où l'air circule à peine et où les insectes se concentrent. Des clairières où le soleil fait brusquement monter la température. Des zones humides temporaires remplies de larves. Chaque microclimat impose ses propres règles, et savoir les reconnaître est une question de survie. Le savoir médicinal est précis. Des plantes spécifiques sont utilisées avec exactitude contre les fièvres, les blessures ou les piqûres, et cet apprentissage se transmet par la pratique directe et le chant, une manière de conserver des informations vitales sans recourir à l'écriture. Mais tous les dangers ne sont pas biologiques. Dans la strate inférieure, un grand python africain, python de Séba, se confond avec la végétation, immobile, attendant le moment opportun. Il n'est pas venimeux, mais sa force et sa discrétion en font une menace réelle. Au sol, les fourmis safaris avancent en colonne dense, obligeant à rester vigilant même la nuit. Ici, on n'impose pas une défense agressive. Le contrôle de l'espace, le silence et la capacité de se déplacer sans être détecté rendent les contacts non désirés rares et potentiellement dangereux pour quiconque ne connaît pas le terrain. Pendant des générations, des relations asymétriques ont existé avec des peuples agricoles voisins, en particulier les Lèzes. Échanges, dépendances et inégalités ont marqué ce lien, largement documenté par l'anthropologie, sans jamais rompre la relation fondamentale avec la forêt. La subsistance repose presque entièrement sur la chasse, la cueillette et des échanges très limités. On exploite des animaux petits et moyens, des fruits, des tubercules, des feuilles et du miel. Ici, rien n'est gaspillé. Le plus grand risque n'est pas d'avancer trop loin, c'est de rester. Rester trop longtemps au même endroit entraîne une pénurie progressive, une exposition croissante aux maladies invisibles et des conflits évitables. C'est pourquoi la chasse ne vise pas à maximiser les prises, mais à maintenir la prévisibilité. Petite proie, itinéraire connu, limite claire. Dans le bassin profond, la forêt n'élimine pas immédiatement. Elle punit lentement ceux qui ignorent ses signaux. Survivre ne signifie pas s'enfoncer davantage. Cela signifie savoir exactement jusqu'où l'on peut aller et revenir avant que la forêt ne décide à ta place. La stratégie ici n'est pas de se déplacer sans cesse, c'est d'ancrer socialement le territoire. Des micro-écosystèmes, clairières inondables, troncs en décomposition, points d'eau temporaires, sont utilisés comme source de nourriture. La coopération entre adultes, enfants et anciens garantit efficacité et sécurité. Chaque journée est planifiée en fonction de l'énergie disponible, du climat et de la rotation des ressources. La forêt n'est pas une ressource. C'est un organisme vivant qui dicte les règles quotidiennes. La langue est le principal vecteur de transmission des connaissances écologiques et sociales indispensables pour vivre ici. Par elle s'enseignent les limites, les avertissements et les comportements qui maintiennent l'équilibre. Les outils sont simples et efficaces. Arcs, flèches, lances et pièges fabriqués à partir de matériaux de l'environnement. Les mythes et récits liés aux animaux et à la forêt remplissent une fonction normative claire. Rappeler que rompre l'équilibre a des conséquences. La vie communautaire s'organise autour du groupe familial élargi. L'interdépendance soutient la cohésion et la continuité dans l'un des environnements les plus exigeants de la planète. Les rituels liés à la mort et à d'autres aspects intimes sont rarement accessibles à l'extérieur. Une partie de ce savoir demeure donc inévitablement hors de notre regard.
le bassin du Congo nous laisse une leçon d'humilité que le monde moderne semble avoir oubliée. À travers les Haka, les Baka, les Mbuti et les Effet, nous comprenons que la forêt n'est pas un ennemi à vaincre, mais un système complexe dont nous faisons partie. Ici, la véritable richesse ne se trouve ni dans le bois, ni dans les minerais, mais dans la capacité humaine à vivre de manière durable, là où presque tout le reste échoue. Pourtant, ce que l'on extrait le plus de cette région n'est pas seulement de la matière, c'est de l'espace. Chaque nouvelle route, chaque coupe, chaque concession réduit la marge qui rend possible ce mode de vie. L'isolement est-il une condamnation ou une stratégie de survie culturelle face à un monde incapable de s'arrêter? Après ce voyage, quelle réflexion t'accompagne? Nous te lisons dans les commentaires. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris le mot-clé de cet épisode, bassin. Nous saurons ainsi que tu as parcouru ce chemin jusqu'au bout avec nous. Ce documentaire s'achève ici. Mais le voyage, lui, continue. Car il existe encore des lieux où l'être humain ne commande pas, il écoute, apprend et s'adapte au monde qui l'entoure. Si tu souhaites continuer à explorer ces territoires avec nous, où chaque décision compte et où chaque silence a un sens, abonne-toi à Tribu du Monde et rejoins cette communauté pour nous accompagner dans les prochains voyages. Nous nous retrouverons à la prochaine destination, là où le monde a encore quelque chose à nous apprendre.